Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vista Podcast, le podcast qui met en avant les talents de l'impact positif. Cet épisode est enregistré en live sur YouTube, Instagram et LinkedIn et édité par Gaia Connect, le plus grand collectif de mentors dans l'impact. Nous sommes plus de 300 bénévoles et nous accompagnons des talents dans leur transition vers des jobs à impact positif. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que le replay des autres épisodes sur Deezer, Spotify et YouTube. Que tu te poses des questions sur le sens de ton travail ou que tu sois déjà dans une démarche de recherche, viens échanger avec nous sur gaiaconnect.co et on va te trouver les meilleurs mentors adaptés à tes besoins qui t'apporteront des réponses et t'ouvriront leur réseau. Pour notre audience qui nous regarde en live, comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et nous y répondrons à la fin. On parle aujourd'hui d'un sujet qui vous passionne, puisqu'il nous a été très souvent demandé. On le sait, en business, l'argent, c'est le nerf de la guerre et les structures de l'impact n'y font malheureusement pas exception. Transformer le monde et les sociétés pour dessiner un avenir désirable, ça a un coût, ma bonne dame. Financer le changement, oui, mais pas n'importe comment. Pour en discuter, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Boucher, qui est experte en finance à impact et cofondatrice d'Érable. Salut Anaïs, bienvenue au Salut micro de Noël. Vista Podcast. Merci beaucoup, merci pour ton invitation et votre invitation au sens large. Eh Ravie ben, d'être grand ici. plaisir, avec grand plaisir. Alors, on rentre en général dans le vif du sujet avec la même question dans tous les épisodes, qui est destination de ma grand-mère. Euh, Est-ce que tu pourrais nous définir, en tout cas définir à ma grand-mère ce qu'est la finance à impact? Ouais, très bien. Alors, très simplement, la finance à impact, c'est une approche de l'investissement qui vise à générer en plus, et je dirais même en parallèle ou même en corrélation avec un rendement financier, un impact positif, environnemental et ou social. Ok, hyper clair. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours. Toi, tu as fait des études d'ingé à la base? Ouais. Et comment on se retrouve quelques années plus tard à cofonder, tu vas nous expliquer ce que c'est que ERA, mais en tout cas à se retrouver dans la finance à impact. Et ben écoute, je pense que c'est une convergence un petit peu d'engagement perso, de vie perso en fait, et oui, de parcours académique. Du côté académique, en effet, je suis ingénieure de formation qui s'est quand même spécialisée dans l'ingénierie financière. Et d'un point de vue plus perso, enfin à côté de ce qui était académique, déjà peut-être, moi je viens du sud de la France et toute ma famille vient des montagnes, des Alpes, donc j'ai été j'ai toujours été en contact un petit peu avec la partie nature et avec des changements quand même que j'ai pu voir sur déjà Les avec écosystèmes. vécu sur l'écosystème, que ce soit la montagne, dans le sud, clairement des restrictions, etc. Et ça a très rapidement chez moi engagé un processus un petit peu d'engagement en faveur de la transition écologique et sociale. En 2018, je marchais pour le climat. J'ai été dans plusieurs associations, notamment dans Point Réveil écologique, où on a énormément travaillé sur la formation aux enjeux de la transition écologique et sociale. Bref, de mon engagement perso, de ma formation académique et du constat globalement de ce qui se passait en finance. Je pense que les derniers rapports en date chiffrent à plus de 66 milliards par an d'euros qu'il manque pour financer la transition écologique, alors même qu'on peut faire le constat aussi en France quand même, il y a 6 000 milliards d'épargne disponibles si on considère juste les Français, hein, bien sûr. Ouais. Et on a, je crois, plus de 75% des Français qui sont sensibles à l'impact et à où va leur argent, Ouais. au sujet notamment des enjeux environnementaux. Il y avait pour moi un vrai, dans ce constat-là, un vrai trou, un vrai manque à cet endroit-là, de faire reconnecter, faire ce pont entre ces besoins de financement qui sont grandissants à mesure qu'on ne fait rien en plus, et l'investissement au sens large, et les possibilités d'investissement, les produits financiers. Et c'est comme ça qu'on a créé Érable, avec cette ambition d'aller créer de nouveaux modèles financiers, de nouveaux produits financiers pour mieux financer et plus financer la transition.
Waouh, 6 000 milliards d'économies. C'est Je pas fais mal je disponible. fais le parallèle avec l'étude d'Oxfam, qui, Ouais. tu sais, qui quantifie l'économie en tonnes de CO2. OK, c'est vertigineux et donc la genèse d'Érable, vous êtes combien? Comment est-ce que vous vous lancez? Parce que c'est des marchés qui sont ultra régulés. Comment tu commences un business comme ça? Comment on commence un business comme ça? Par petits pas, hein. Personne ne lance directement sa boîte telle qu'elle le sera dans 10 ans. Par petits pas, Mmh. comme je disais, par constat. La genèse d'Érable, elle se fait au sein, à la base de précédentes boîtes. À ce moment-là, moi, je suis dans le conseil en strat pour la transition, avec la grosse frustration que peut générer le conseil d'impact réel. Mmh. Via des rencontres, je rencontrerai donc mes associés et cette envie de changer les choses, de financer, de voir des solutions concrètes, parce qu'on en voyait malgré celles qui n'arrivaient pas dans le conseil, on en voyait quand même des startups, des boîtes qui se montaient dans l'impact, qui n'arrivaient pas à se financer. Et ben l'envie d'aller trouver de nouveaux modèles financiers, le constat aussi que les produits financiers traditionnels, donc ça, je vais peut-être repartir pour ta grand-mère Ben. Aujourd'hui, pour financer des boîtes, il y a les deux plus grands modèles connus en France, c'est les actions, donc Mmh. avoir des parts d'entreprise, ou les obligations, la dette, faire un prêt en échange d'un remboursement avec un Ouais. taux d'intérêt. C'est les deux plus grands modèles connus en France. Tout le reste en France est considéré comme très exotique, honnêtement, à la différence d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance là-dessus. Je dirais anglo-saxons notamment. Mmh. Et donc l'idée d'aller innover dans ce modèle, dans ce monde-là, en déjà réfléchissant, cadrant un nouveau modèle qui pourrait vraiment être au service de l'impact. On a beaucoup bossé à ce moment-là avec des boîtes de l'économie circulaire, etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à notre modèle phare aujourd'hui, qui est la finance en partage de revenus, que je pourrais détailler ensuite. Mmh. Et à partir de là, au fur et à mesure qu'il se construit, évidemment, des enjeux légaux, technologiques, sur plein d'aspects en fait financiers arrivent et on les traite petit à petit. OK. Et il y a encore plein de choses à traiter, hein. Et vous êtes parti du coup, enfin vos premiers clients, enfin vous êtes parti de personnes qui avaient de l'épargne à placer, vous avez dit: «Bah tiens, comment est-ce qu'on va combler un besoin vers les entreprises à impact?» Ou est-ce que vous êtes parti des boîtes à impact? Je pense que Non, tu as un peu répondu quand tu m'as dit: «On s'est adossé avec des personnes en économie circulaire au départ». C'était quoi un peu votre point de départ, pour driver le produit au dé je pense qu'au début, alors moi mon constat, enfin après mes constats macro, on va dire, dans mon métier pur, quand on veut construire un produit financier, une opportunité d'investissement pour quelqu'un, si je peux dire ça plus simplement. Pour moi, le plus grand des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, elles sont absolument pas connectées, elles sont même complètement déconnectées de l'impact réel sur le terrain. Mmh. Acheter une action, allez savoir ce qu'elle a réellement financé dans la boîte que vous avez, à laquelle elle appartient. Acheter une obligation, alors là, c'est pire, c'est de la dette, c'est encore moins lié à ce qui se passe sur le terrain. Donc pour moi, il y avait un vrai souci de reconnecter la finance à ce qu'elle finance vraiment. Ouais. Et partant de ce principe-là, et par le fait qu'on veut faire un produit financier qui vient financer une entreprise, on commence quand même côté entreprise par leurs besoins. Et comment on va réussir à créer un produit financier, donc une opportunité d'investissement pour des futurs investisseurs, qui soit connecté à ce qui se passera, à l'impact qu'aura la boîte financée. Mmh. Donc on est plutôt parti côté boîte, ouais. Et on a travaillé, je pense, nos premiers modèles, ils ont été avec des boîtes de l'économie circulaire. Je pense à Revolt et Pixo, une boîte dans Revolt qui a fait qui fait de la réparation de véhicules électriques, qui allonge les durées de vie des Ouais, des véhicules. cellules, ouais, Exactement. je connais. Avec un réseau de garages, etc. Puisqu'il n'y a aujourd'hui pas vraiment beaucoup de garages de voitures électriques, elles sont directement mises à la casse dès qu'il y a un Ouais. problème. Et Pixo qui était dans la consigne et dans le réemploi pour mettre fin aux emballages jetables. Ouais, Benjamin est mentor, chez nous d'ailleurs, Ouais. Benjamin Perret. C'est une super boîte. Alors OK, et donc les besoins, ça peut être, je vais donner un exemple. Moi, il y a quelques années, j'ai cofondé une boîte, dans l'impact, côté précarité menstruelle. On a des problèmes de stock et on est allé voir des banques traditionnelles et on nous a dit, «Bah, en fait, nous, on finance pas le stock. On peut vous faire de la facturage, mais tu payes, enfin, c'est un crédit à 14 tu vois, où tu te saignes». Est-ce que, tu vois, est-ce que c'était ce genre de besoin que tu allais financer, OK. Ouais, en fait,
si jamais si je regarde le paysage du financement et pourquoi il y a des manques de financement, parce que c'est quand même aussi quelque chose à travailler, hein. Pourquoi les acteurs financiers traditionnels n'y vont pas? Enfin, parce que de toute façon, on ne changera pas les choses tout seul. Moi, je le sais, je le sais pertinemment, hein. Côté banque, c'est le manque d'historicité. Une banque, un établissement de crédit, pour faire ses calculs de risque, elle se base sur l'historique. Et dans les nouveaux modèles, le fait est qu'il n'y en a pas, notamment dans l'économie circulaire, notamment dans les nouveaux business, etc. Et là, c'est comment enfoncer la porte le premier. Et bon courage. Et du coup, évidemment, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Et en fait, la création d'historicité par nos modèles nous fait arriver, mais tu vois, tout juste aujourd'hui, ça fait déjà presque 4 ans. Et aujourd'hui, on travaille avec les banques pour leur donner le maximum de data Les clés, ouais. et créer cette historicité chez eux pour renforcer en fait les financements. Je crois énormément au financement collaboratif, on va dire, de corréler plusieurs méthodes de financement, de sommer plusieurs méthodes de financement, parce que ça dépendra du stade d'avancée de l'entreprise, de son business model, de comment elle se rémunère, etc. Et évidemment, il faudra corréler plein de modèles de financement. Et pour moi, c'est ce qui manque aussi en France. S'il n'y en a que deux, dès qu'il y en a un qui ne va pas, l'autre n'y va pas non plus, et du coup, finito. Si je peux te donner un petit exemple, hein, parce que ça marche toujours quasiment comme ça. Les banques arrivent avec de la dette après un financement en fonds propres. Donc globalement, après une vente d'actions, etc. Moins de risques. Si l'un n'y va pas, l'autre n'y va pas. Ça fait des énormes creux, du coup. Et dès qu'il manque d'historicité, d'où l'idée d'aller ajouter des nouveaux modèles, le financement en partage de revenus, faudra que je te détaille. Mais chez nous, et assimiler fonds propres permet justement après d'aller faire du levier bancaire, puisqu'on vient collaborer en fait avec les autres acteurs pour renforcer le financement des boîtes et être adossé ou s'adosser à d'autres financements. C'est tout le but, hein. Le but, c'est que la boîte réussisse. Ouais. Justement, parlons-en parce que Érable, c'est une brique de tout l'écosystème qu'il y a autour, parce qu'il y a We Do Good, et cetera. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les différentes briques et puis ce que chaque brique fait exactement? Ouais, carrément. Donc Érable, qui est la boîte que j'ai cofondée, donc comme je te disais, avec cette ambition et qui garde cette casquette d'innovation financière. Ouais. C'est avec elle qu'on a les discussions les plus poussées, avec pour le coup peut-être des gens que le grand public ne connaît pas, mais les institutionnels, les régulateurs, etc., sur les nouveaux modèles. Ok. Des nouveaux modèles, on a alors sur plein de pans différents. Technologique d'abord, on a travaillé en finance centralisée, en finance décentralisée, donc via des modèles blockchain, etc., pour justement décentraliser les décisions, la possession, l'intervention en fait d'une banque ou d'un acteur financier traditionnel au centre des transactions. On a pas mal bossé sur l'innovation techno, sur l'innovation dans les modèles financiers eux-mêmes. On a tenté de faire du financement on a tenté, on continue, et on essaye, c'est très long à faire aboutir, mais du financement d'actifs, de stocks justement, venir financer différemment, pas une société au sens large, mais un stock, un inventaire, ou même financer une activité précise et non la société au sens large, pour vraiment, en fait, voilà, encore une fois, faire du lien entre ce qu'on finance et ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est des modèles qui n'existent pas. Donc voilà, la casquette financière reste sur Érable. We Do Good, c'est une boîte qu'on a rachetée, donc il y a pile 1 an. Ok, ouais. Enfin, bientôt 1 an, on va finir à fêter 1 an. On pourra s'en parler aussi des défis que ça a généré, mais We Do Good avait était le seul autre acteur en crowd en France, et du coup maintenant on est rassemblés, donc en crowd de manière participative à proposer un modèle en partage de revenus avec nous, mais uniquement sur des sociétés au sens large, donc financement d'une société en échange d'un pourcentage de son chiffre d'affaires. Voilà, comme ça j'aurais défini la finance en partage de revenus, je pourrais le refaire, mais sur des sociétés au sens large. Et du coup, au moment du rachat, on a décidé de replacer vraiment, de concentrer le modèle donc, du partage de revenus sur les sociétés sur We Do Good. Ouais. We Do Good reste donc cette plateforme, on va dire, commerciale, connue du grand public, celle sur laquelle n'importe qui peut venir investir à partir de 100 € dans des projets qu'ils peuvent choisir en direct, en échange d'un pourcentage du chiffre d'affaires des boîtes sélectionnées. Ouais. Qui vient être rémunéré tous les trimestres. Donc, les trimestres, les porteurs de projets viennent déclarer leur chiffre d'affaires. Et
payer pour initier le remboursement leurs investisseurs sur un contrat de 3 à 5 ans, globalement, OK. avec une rentabilité selon le risque qui varie, qui prévisionnel, qui est de l'ordre pour les moins risqués de l'obligation, autour de 8-12%, et pour les plus OK. risqués, les projets les plus jeunes et plus risqués, plutôt de l'ordre de ce qu'on peut trouver du VC. On vient viser une rentabilité dans les modèles autour du x2 à x3 en 5 ans. OK. Wow. OK. Voilà. Et donc We Do Good, vraiment la casquette, enfin le côté grand public, plateforme, Ouais, plus traditionnel. traditionnel, Ouais. modèle le plus abouti aussi, Ouais. réglementairement, et cetera. C'est notre modèle vraiment qu'on peut commercialiser à fond. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur lequel vraiment on développe l'activité et on fait connaître en fait le modèle du partage de revenus qui est très peu connu en France. Modèle très anglo-saxon à la base, très très peu connu en France. Vraie grande marche à passer. Est-ce que, tu dirais que c'est plus, risqué d'investir dans des boîtes de l'impact? Parce qu'on le disait, c'est des nouveaux modèles, moi, pour partager mon expérience quand, justement, on était en cette campagne pour aller chercher des fonds pour financer du stock, je me rappelle avoir pété un plomb en sortant de la banque, d'un rendez-vous à la banque, et dire à mon associé, «En fait, on aurait ouvert une pizzeria, qu'on aurait déjà l'argent sur le compte depuis longtemps». Tu Évidemment. vois? Est-ce que, du coup, est-ce que c'est un peu plus risqué? Euh, Est-ce que vous le En fait, quantifiez déjà avec je le pense recul que que, vous avez? ouais. En gros, ce qui a fait la finance depuis les années 50 et depuis les théories financières des années 50, c'est l'université de Chicago, c'est, dans le calcul de est-ce qu'il faut choisir tel ou tel actif financier, c'est le ratio risque-rendement. C'est ce qui a fait, OK. ce ratio-là, qui a fait toute la finance actuelle. Mmh. Et donc elle tourne toujours, la finance actuelle. Euh, la question, en fait, avec l'impact, c'est surtout à quel horizon on regarde. Honnêtement, les banques et même les acteurs financiers d'aujourd'hui, que toi tu peux aller voir en effet en entrepreneur, ils raisonnent quand même à très court terme. Mmh. Ils se basent sur l'historique, donc comme si rien n'allait changer, enfin comme si notre monde n'allait pas évoluer, ce qui est donc une considération dans un avenir court terme, parce qu'on sait pertinemment que le monde évolue. Donc ils se basent sur du court terme, et du coup ils font de la comparaison à l'existant. Évidemment que pour eux, sur un regard court terme, il est plus risqué d'aller vers quelque chose de nouveau que parce que quelque chose qui est connu. Mmh. Et c'est clair et net. Et qui dit risqué, dit potentiellement moins rentable, même si on leur présente des chiffres plus rentables. Le ratio, en fait, c'est le risque qui vient imputer à la potentielle rentabilité. Ouais. En fait, la finance durable, ce qui est, pour moi, l'intérêt principal et qui la rendra littéralement avec un ratio risque-rendement beaucoup plus intéressante que le reste, c'est sûr, quand on regarde à long terme, c'est déjà le cas. Enfin, à long terme, mais je dis long terme, mais c'est pas le siècle prochain, hein. C'est vraiment on parle de max une dizaine d'années, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actifs échoués. Je voulais quand même le définir peut-être. Un actif échoué, c'est un actif qui perd sa valeur et qui devient inutilisable de manière soudaine ou inattendue. OK. Globalement, les maisons en Californie suite à un incendie. Actif échoué. On Mmh. passe d'un jour à l'autre en un claquement de doigts d'effectif échoué. Et si la plus grande règle, peut-être en finance, mais même traditionnelle, là, hein, sans parler d'impact, les plus grands financiers ont toujours été d'accord là-dessus, c'est que globalement, l'objectif en finance, c'est d'éviter les pertes définitives à long terme. C'est d'éviter le zéro. Parce qu'en fait, Ouais. on investit, on attend un temps, c'est d'éviter une chute à zéro à un moment T. Et en fait, c'est par la finance, c'est par une finance qui évitera ces actifs échoués, en sélectionnant des actifs qui, eux, seront durables, même dans le temps, en fait. Je ne veux pas dire que l'actif sous-jacent est durable, mais qui iront vers des modèles qui seront vivants dans 50 ans et qui auront un sens dans la société dans 50 ans ou même dans 20 ans. Ouais. Alors, c'est par là qu'on arrivera à avoir une vraie rentabilité bien meilleure que n'importe quel fonds qui ne s'attache pas à regarder ça. Enfin, n'importe quelle société de gestion, fonds, investisseur qui ne regarde pas ça. Et sur, We Do Good, j'imagine que vous avez un process de sélection en amont quand, les boîtes viennent déposer leur dossier.
et ensuite, donc, ils sont diffusés sur la plateforme. Tu as quand même un arbitrage en fait qui est fait par la communauté derrière. Ouais, bah, Enfin, sur alors l'argent que tu vas lever, c'est ta complètement. capacité à fédérer en fait sur ton projet, quoi. Oui, complètement, complètement. Déjà, bon ça du coup c'est un petit peu plus, focus, financement participatif, Ouais, mais le financement participatif, c'est vraiment t'afficher aux yeux des grand public. Donc c'est pour le coup un vrai modèle communautaire, hein, c'est même pas un vote ou quoi que ce soit pour savoir si un gros financier met de l'argent ou pas. C'est vraiment, alors là, aller chercher des gens qui vont être capables d'investir, ça, c'est vraiment une preuve d'engagement en fait communautaire, hein, et de mmh, construction d'une communauté engagée, de soutien autour du projet. Pour les projets qu'on sélectionne et autour duquel on travaille le modèle financier, on est convaincu que les premières marches d'une levée de fonds communautaire réussie, c'est déjà ces cercles proches. On marche beaucoup par cercle, mais du coup, c'est ces cercles proches, c'est eux les premiers la love soutiens money, connaissent déjà le projet, voilà. Pour structurer sa love money sans les faire rentrer au capital, donc de manière non dilutive, parce que quand il y a des enjeux après de gouvernance à côté d'un fonds d'investissement, c'est un petit peu compliqué. Donc pour rentrer, pour soutenir le projet, le modèle de partage de revenus est hyper intéressant, justement pour aller structurer sa love money, ses premiers cercles, son cercle 2, plutôt partenaires, clients, etc., qui voudraient être incentivés, récompensés mmh, d'avoir soutenu le modèle au départ par un pourcentage du chiffre d'affaires tous les trimestres qui tombent. ouais, Et puis, au-delà du coup de cette base communautaire engagée, après le financement participatif, ça permet justement d'aller étendre sa communauté à de nouveaux investisseurs. Donc, évidemment, la communauté d'investisseurs qui existe déjà sur Willgood, qui ouais. réinvestit, etc. Mais même après, plus loin, avec du marketing, de la communication, d'aller engager des parties prenantes plus externes, qui seront des vrais soutiens au fil du temps et qui auront tout intérêt à ce que l'entreprise réussisse vraiment sur le terrain, au niveau du chiffre d'affaires, commercialement presque, et même tout intérêt à aider potentiellement ça, à des soutiens autres que financiers, avec du réseau, etc. En, en partageant, etc. En fait. Ah, c'est intéressant, ouais, c'est vrai que la première phase un peu de Love Money est toujours compliquée parce que tu as pas envie de donner des parts et en même temps, le peu d'argent que tu récoltes, c'est énorme par rapport à la valo de ta boîte. Donc ouais, tu remplacerais quasiment du BSA, tu vois, par ce genre de Moi, j'en produit. suis convaincue. OK, Moi, intéressant. alors là, je suis convaincue, ça c'est plutôt la partie peut-être pour les entrepreneurs et porteurs de projets, parce que là, du coup, les potentiels investisseurs ou le grand public ne doivent pas bien comprendre, mais quand on construit sa boîte, en effet, et qu'on a besoin d'une première poche de financement, globalement, c'est souvent les 10 à... Enfin, j'ai vu des trucs aller beaucoup plus haut, mais les 10 à 100, enfin, Ouais. 10 premiers milliers d'euros jusqu'à 100 premiers milliers d'euros, on ouvre, enfin, les porteurs de projets ont toujours envie d'ouvrir à leur soutien proche. Ton père, ta mère, ta tante, je ne sais pas, je sais pas qui voudrait mettre un ticket, voilà, voilà. Super au début d'avoir envie de rassembler de l'argent. En plus, c'est cool, ça va permettre les premiers développements, enfin, quoi que ce soit. Problème, c'est que si c'est entré en table de capitalisation, donc en tant qu'action, déjà le capital du coup va être éclaté. Disons, Mmh. même si le fondateur garde 80% et que 20% sont déjà alloués à C'est disons, de la énormissime. famille ou des gens qui ne sont pas du tout formés à l'investissement, le jour où on va vouloir relever des fonds, revendre des parts de capital et faire entrer un fonds d'investissement, mais là c'est un red flag total. Hein. Si y a des gens qui sont pas, enfin, imaginez un fonds d'investissement formé à juste l'investissement et le père du fondateur à côté. Enfin, les enjeux sont pas du tout les mêmes. C'est un red Mmh. flag pour un fonds d'investissement, c'est un red Ouais. flag pour un investisseur en capital qui lui vient pour des intérêts financiers et de réussite business. Enfin, il faut quand même se le dire, hein, l'investisseur il vient pour des business et pas la réussite de la personne en elle-même. Du coup, il y a des vraies divergences qui peuvent se créer. Et là, enfin, je ne recommande pas du tout d'avoir une table de capitalisation Mmh. cassée par des proches qui sont pas vraiment, qui en fait, il y Ouais, a pas qui vraiment vend de un sens à peu avoir de la gouvernance d'une entreprise sans compétences pour. Même si on aime très fort ses proches. Et donc, le modèle le modèle que nous on propose permet justement de garder sa table de capitalisation propre ou avec d'autres investisseurs ouais. qui viendraient en action, mais enfin, du coup, un rôle approprié pour ça. Mais par contre, d'accueillir tous ces soutiens de première heure ou pas autour de son projet, qui seront purement des apporteurs de capital à un instant T, Ouais. qui seront récompensés au fil du temps, en fait, tous les trimestres, par un pourcentage du chiffre d'affaires. Trop bien. Et si je reviens un tout petit peu sur Érable, alors
Est-ce que je le définis bien en disant que c'est un peu votre laboratoire, grosso Ouais. modo? Hein? Moi, j'aime bien le définir comme ça. Un peu notre OK. labo, c'est aussi la structure mère, hein, c'est aussi la structure Ouais. groupe. C'est elle qui détient, pour info, quand même, We Do Good à 100 %. Mais ouais, Est-ce que tu peux donner un exemple? Je sais que vous l'aviez fait avec Home Cycle. Enfin, tu vois, moi, si tu peux décrire un petit peu ce que vous aviez fait avec Home Cycle pour le stock, justement, pour financer du stock. Moi, je trouvais ça hyper malin. C'était rigolo, puis c'est un truc que tu intéressant. vois nulle part ailleurs, quoi. Ouais, hyper intéressant et cas d'usage en plus, encore, donné en exemple avec des banques là qu'on Ah ouais? vraiment, ce matin, j'étais pour ça. Homecycle, ouais, oui, c'est vrai, j'ai parlé de Pixel c'est pas d'Homecycle. Idem, projet, un premier projet, enfin, parce que le modèle a évolué, mais qui a eu vraiment son modèle quasiment dédié, qui était une de nos vraiment itération de modèle qui nous plaît encore énormément. Home Cycle qui fait de la location Oui, d'électroménager. Voilà. qui justement, donc location d'électroménager, pour démarrer son activité, a besoin de stock d'électroménager pour le mettre en location. Mm. Et là, l'intérêt, c'est pas forcément de financer Homecycle au sens large, et même pour des VC ou des banques, de financer Homecycle qui aura un business à terme, qui aura pas forcément, qui pourra avoir scalé, qui pourra faire beaucoup de revenus potentiellement, mais comment dire, la technologie sous-jacente, les process sous-jacents ne changeront pas de l'année 1 à l'année 10 en réalité. Enfin, un petit peu, hein, il y aura de l'optimisation, mais c'est pas comme une boîte, je sais pas, d'IA, où il va y avoir un énorme sous-jacent tech qui va se créer en 10 ans avec de la R&D, etc. Donc, qui intéressait un peu moins les VC, etc. Et nous, ce qu'on y a vu là-dedans, c'est vraiment une opportunité de se dire, ah non, mais en fait, on va flécher le financement. Qu'est-ce qui est important de financer? Qu'est-ce qui est important d'aller tracer? Si on veut reconnecter la finance à ce qu'elle finance vraiment, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Et le sous-jacent, c'est vraiment, ici, la chose un peu importante, c'est les actifs. Donc, très concrètement, ces machines à laver qui voulaient être mises en location par Homecycle. Mm. On a fait donc du financement de stock. Donc, on a émis des produits financiers qui étaient directement fléchés vers le stock. Donc ça, c'est toute une histoire contractuelle, etc. Qui est l'opérateur de ce stock. Si tu finances le stock, il faut quand même que Homecycle reste opérateur et responsable de ce Ouais. stock, parce qu'ils ne peuvent pas en faire Propriétaire. mais les investisseurs, en fait, détiennent directement, ont investi directement dans le stock. Et il y a une détention, du coup, qui est aux investisseurs. Un pool d'investisseurs à représenter. Et Homecycle, maintenant, opère ses actifs, opère ses machines à laver, donc les met en location. Et c'est les revenus locatifs, donc ici, en l'occurrence, qui sont partagés directement aux investisseurs. Les investisseurs, en fait, ont investi dans des actifs et ils touchent le revenu généré par ces actifs. Hyper intéressant. Enfin, pour simplifier au maximum, même si c'est pas tout Ouais. à fait ça, grosso modo, tu achètes une machine à laver à C'est Homecycle dans son stock et le revenu de la location de cette machine à laver, une partie va te revenir, ça quoi. revient. Donc, Exactement. moi, je trouvais ça c'est vachement inspiré du foncier. Je trouvais ça Ouais, hyper malin. Donc, exactement. Ça, c'est très inspiré du foncier. Ouais. Ouais, le modèle en partage de revenus, c'est assez inspiré. Il y a beaucoup de modèles en IMO et dans l'art aussi, pour info. Par exemple, quand on fait une musique, en fait, il y a plein d'acteurs autour ouais. qui sont rémunérés au pourcentage de revenus générés par cet actif qui est, disons, une musique ou un Ouais. objet d'art. Alors j'ai encore plein de questions, mais on me fait signe en régie qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Oui, c'est vrai que On va peut-être parler un peu des métiers, justement. Disons que moi, ok, ça me passionne ce que tu viens de me dire et vraiment j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice par le financement justement de ces structures-là à impact. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme métier dans des boîtes comme Érable ou We Do Good? Qu'est-ce qu'il faut pour comme formation? Est-ce que je peux me reconvertir sur le tard, tu vois, sur un de ces métiers-là? C'est quoi que vous recherchez qu'elle vend dans le dos en termes de métier? Alors, je vais faire une réponse Deux questions peut-être en même. deux parties. Ouais. Déjà, on va quand même différencier les acteurs financiers nouveaux, innovants, etc., des acteurs financiers un peu traditionnels qu'il faut aussi faire muter. Et du coup, selon votre appétence, je vais dire, les deux sont complètement possibles. Ça a toujours été une question et dans tous les secteurs pour la transition écologique. Ça, c'est vraiment quelque chose à rappeler peut-être, mais la question se posera toujours et il n'y a pas de bonne réponse entre aller dans le système et tenter de le changer de l'intérieur ou s'en extraire et essayer de créer du nouveau. Les deux sont nécessaires. Donc déjà, pour rappeler comme ça, côté métier, les deux sont nécessaires et ça dépendra vraiment d'une appétence personnelle. Les risques ne sont pas les mêmes, le confort n'est pas le même.
Vraiment, voilà. Donc, côté métier financier, en fait, pour rappeler un peu en chapeau de tout ce qui va se passer, côté métier, il faut vraiment se rappeler, en fait, que les sociétés, traditionnelles ou pas, de gestion, et cetera, il faut vraiment se rappeler que le travail primordial, il est d'abord sur les acteurs. En fait, la finance, ça reste un outil. La finance, c'est un outil. La finance n'est pas à impact d'elle-même ou par elle-même. La Mmh. finance est à impact parce que les financiers, ceux qui se servent de cet outil le sont. Et donc, le travail principal, il est déjà sur ces acteurs-là, sur ces financiers, globalement en finance à impact, pour qu'ils transforment leur métier et qu'ils intègrent, je dirais notamment la science, et je vais le dire après, tout simplement leur métier, des ordres de grandeur tangibles. Pas besoin d'être physicien pour comprendre la physique de notre planète. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour vraiment ramener du concret dans ces métiers-là, de réintégrer la science, de retravailler sur le métier. C'est vraiment la science qui les reconnectera, selon moi, à ce qui se passe sur le terrain, à l'impact de leurs actions, etc. Et ensuite, du coup, en termes de métier, dans les structures très nouvelles, comme chez Rab ou The Good, si vous voulez, mais il y en a plein d'autres, des fonds impact, des structures assez nouvelles qui se créent. Évidemment, on cherche toujours des gens qui... Et de toute façon, pour changer le système, il faudra toujours avoir un pied connaître, avoir des bases en finance traditionnelle, qui s'apprennent même plus tard, honnêtement. Honnêtement, les bases en finance traditionnelle seront nécessaires pour savoir ce qu'il y a à changer, en fait. On ne change pas Ouais. quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je dirais que sur plein de choses, si vous voulez travailler au cœur des produits financiers, les bases en finance traditionnelle sont nécessaires. Ouais. Et après, je dirais que côté formation et compétences, il y a vraiment cet aspect science, en fait. Mais réalisme, j'ai envie de dire, pas besoin d'être non plus physicien. Réalisme, connaissance des ordres de grandeur génériques. Je conseille, et je ne m'arrêterai pas de le conseiller, mais les limites planétaires sont pour moi un carcan, rien que d'apprentissage très simple. Je le redirai à la fin s'il faut, mais aller regarder ce que sont les limites planétaires. Et après, en métier, chez nous, du coup, dans les structures nouvelles, ça va en fait directement s'intégrer, mais en fait, chez les analystes, chez les traditionnels aussi, hein, tout ce qui va être les analystes, directement avoir une partie d'analyse, également des externalités. On n'analyse pas quand on veut faire rentrer une société en portefeuille, pas simplement sa partie financière, mais on analyse aussi sa partie extra-financière. Ouais. Et ça doit être naturel, et ça doit être aussi un facteur de risque. Quand on vient toucher une matière première qui n'existera plus dans 10 ans, il faut peut-être se poser une question. Quand on vient toucher bon actif échoué, notamment, si ton business entier est basé sur un truc qui va disparaître. Bref. Donc, toute la partie analyse, toute la partie gestion, et comment tu accompagnes aussi des acteurs que tu as financés à performer et faire performer leur CA en même temps que leur impact. Comment on corrèle un business model, comment en fait la création de valeur économique est corrélée à une création de valeur extra-financière. Ça, c'est hyper important pour que jamais il y ait une opposition et qu'on doive faire un choix, soit gagner de l'argent, soit faire de l'impact. Ouais. Non, c'est déjà une base de non-sens. On sait que ça ne marchera pas si c'est comme ça. Et puis après, tous les métiers de l'investissement, les conseillers en investissement aussi, il faut absolument revoir absolument toute leur formation. Et n'importe qui d'engagé et de réaliste qui a un intérêt à aller creuser ce qu'il y a sous les produits financiers traditionnels, genre derrière une assurance vie, derrière le livret A, est-ce que quelqu'un vraiment sait ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a un Français alors que tout le monde en a un? C'est vraiment ce qu'il y a derrière? C'est une bonne question. Alors là, le rôle des conseillers en investissement, conseillers en gestion de patrimoine est hyper important. Et puis après, il y a tous ceux dans la réglementation, je dirais, en finance. Eux aussi, alors là, ça c'est un secteur dinosaure qui doit changer, mais c'est très très lent. Alors, il en faudra du courage avec ses deux mains. Et après, tous ceux qui seront un peu entrepreneurs, en fait, dans l'âme, qui ont envie de changer des choses. Et là, grosse incitation, champ libre, pour aller changer les choses dans plein de domaines. Ok, et est-ce qu'il y a des postes sur lesquels vous avez du mal à recruter? En vrai, ça va. Ou moins de facilité? On peut le mettre comme ça aussi, mais... Je pense que le plus dur chez nous, c'est comment... Alors, c'est marrant, du coup, c'est un métier pas si financier que ça, parce que des boîtes qui veulent se financer à impact, il y en a. C'est plutôt comment on convainc
on arrive à convaincre que notre modèle est intéressant, comment on arrive à convaincre des investisseurs de tester le modèle, etc. Ouais. Et que ça peut être vraiment plus intéressant que d'autres modèles ou d'autres placements financiers beaucoup plus traditionnels. Ce qu'on appelle un évangéliste en tech Bah, en général. ouais, un évangéliste, mais du coup, ça passe énormément par les métiers du marketing et de la Ouais. communication, je dirais, qui sont pas du tout formés à ça à la base. Alors là, parler de finance et d'écologie dans les métiers du marketing et de la communication, clairement, les gens ne sont pas formés pour ça. Donc, c'est forcément des gens qui seront engagés un petit peu d'eux-mêmes, qui Ouais. sauront en parler et sauront en parler bien. Et ça, je dirais que c'est un des grands trucs où chez nous, c'est toujours une difficulté, où on a toujours besoin de renforts, etc. Et c'est toujours des nouvelles pistes d'approche pour générer de l'adoption, en fait, favoriser l'adoption de nouveaux modèles innovants, inconnus, qui font peur, chez des investisseurs gros, petits, moyens, porteurs, en fait, n'importe qui. S'il y a un Jones qui nous écoute et qui est en train de sélectionner sa prochaine étape là sur ses études et qui se dit ah ça a l'air trop cool, est-ce qu'il y a des formations ou des écoles que tu recommandes ou des trucs qui sont un peu trendy et vous dites bah tiens les candidats qui sortent sont canons de ces formations là. Eh ben, pas tant que ça, parce que Ok. les seules écoles désolée de la réponse, les seules écoles qui se revendiquent à impact, j'ai jamais été convaincue par les profils qui sortaient. En fait, c'est souvent des gens qui sont déjà engagés personnellement, Ouais. mais à qui du coup potentiellement il manque des compétences clés techniques fondamentales. Hmm. En fait, pour moi, la transition écologique, il n'y a pas d'école de la transition. La transition écologique, c'est quelque chose de transversal. La société, c'est systémique, c'est radical au sens de revenir aux racines de plein de choses, de plein de systèmes construits dans la société. Et pour moi, si on veut changer, on ne peut pas faire une transition, tu peux pas bosser sur toute la transition au sens large, il y a plein de Ouais. domaines pour transitionner. Et donc, il faut déjà connaître très bien un domaine, mais très bien, hein, si tu es formé, je sais pas, en logistique, en fait, il faut déjà faut aller connaître profondément un domaine, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir imaginer le changer. Et après, pour se former aux enjeux de la transition écologique, ça, par contre, c'est important. Et malheureusement, tant que ce ne sera pas intégré dans toutes les écoles, et c'est un truc sur lequel j'ai énormément travaillé justement avec Programme écologique, dans toutes les écoles, en fait, au sein des métiers, justement, pour comprendre en fait quels sont les enjeux au regard de la transition, il y aura une énorme part à faire soi-même. Et honnêtement, moi, je suis la première à faire en autonomie. Et là, je peux vous conseiller pas mal de ressources. Il y a pas mal, vraiment, que ce soit des lectures, des podcasts, un intérêt particulier. Bah, justement, ouais, c'était ma question d'après. Est-ce que tu as un média, un bouquin qui est ton livre de chevet que tu conseilles autour de la finance à impact? Ouais, du coup, pour plutôt les financiers. Bouquin, bouquin, tu m'as. Ouais, je m'étais préparée. Moi, il y en a un qui m'a révolutionné, et pourtant il est vieux, et c'est ça qui est marrant, qui est L'illusion financière de Gaël Giraud, Ok. qui est pas loin, je l'ai sorti tout à l'heure. Il est là. Ok. Comme ça, de Gaël Giraud, que je t'avais présenté, qui est pour moi une vraie analyse en fait de la situation actuelle et de comment la transition ça peut vraiment être une opportunité. Enfin, situation actuelle, c'est marrant, je crois qu'il est 2013. C'est marrant, Ok. mais on est encore. Il est encore contemporain, puisqu'on n'a pas tant voulu que ça. De qu'est-ce que la finance, comment elle crée des bulles, des choses qui sont justement déconnectées du terrain, et comment la reconnexion à quelque chose de tangible, en fait, à l'impact que ça induit et donc à la transition écologique, peut vraiment être une opportunité, notamment à l'échelle de l'Europe. Mais du Ouais. coup, ça replace vraiment, en fait, puis ça réexplique très précisément et de manière très pédagogique absolument tous les phénomènes bancaires, de marché, etc. Et c'est hyper, pour moi, c'est un des bouquins qui est hyper intéressant, que j'aurais aimé lire avant mes études. Parce que, bon, j'avoue que j'étais Ah. un peu formée, mais Ok. avant mes études. Sinon, le podcast, je vous recommande l'interview d'Eva Sadoun sur France Inter qui s'appelait L'épargne durable quand l'économie se met au vert. Ok. Et après, ouais, ça sur l'épargne durable, surtout que ça parle directement
aux particuliers. Enfin, je vous conseille à tous d'aller regarder OK. ce que fait votre argent. C'est quand même intéressant de se demander où est placé mon argent et ce qu'il fait actuellement. Ce qu'il finance, mais du coup, Deva Sadoun. Bon, c'est déjà pas mal, ça fait déjà un petit peu de Et matériel, pour le honnêtement, familiariser. n'importe quelle formation sur les limites planétaires après au sens large, même si vous n'êtes pas un scientifique, même si vous n'avez pas fait une école d'ingé, je vous inquiétez pas. N'importe quelle formation sur les limites planétaires, je vous conseille le Donuts Economics, enfin la théorie du donut, très simple à comprendre et aller regarder chaque ligne planétaire, essayer de la comprendre, etc. Ça vous donnera des clés énormes pour mettre au regard votre métier, quel que soit votre métier en fait, de ce qui se passe sur Terre en fait, et de ce qu'on ne peut pas dépasser, enfin ce qu'il faudrait ne pas dépasser pour rester dans un écosystème stable en fait pour juste l'humanité. Bah, écoute, trop bien. Alors on va prendre quelques questions. J'en vois une là sur le côté de Rémi, tiens, qui bosse dans une belle boîte. Il bosse chez Trace, il fait du bilan carbone et alors il demande, alors je sais pas si c'est pour Érable ou We Do Good, mais il demandait est-ce qu'il y a un ticket d'entrée minimum et est-ce que ça dépend des projets? Donc j'imagine côté entrepreneur. Ouais, bah, du coup, côté investisseur. Côté Côté investisseur, pardon. investisseur, alors sur We Do Good, du coup, c'est 100 € le ticket minimum. OK. Voilà, qu'on a dû monter un petit peu pour des règles légales. Avec ça, il n'y a pas de frais de notre côté sur les investisseurs. Toute la partie de notre business model reste sur les porteurs de projets, comme un OK. coût de financement pour eux. Mais les investisseurs, il y a là, enfin, les globalement 100 €, si vous mettez 100 €, 1000 €, ils rentrent directement chez les porteurs de projets. Les commissions sont après et côté porteurs de projets. Qu'est-ce que je voulais dire? Et là-dedans, bah, il y a tout ce qui est authentification, enfin, vraie création de profil sur la plateforme, etc. Et ça ne dépend pas des projets. Voilà, je pense que ça répond à la question. Très bien. Moi, j'avais une autre question. Est-ce qu'il faut être parisien pour bosser dans la finance à impact? Eh ben, Enfin, parisien, comme je disais, habiter sur Paris. eh ben, écoute, moi, je suis convaincue que non. Évidemment, la finance est beaucoup trop centralisée à Paris. Ouais, Mais ce matin, d'ailleurs, ce matin, j'ai fait beaucoup de choses ce matin. J'étais avec un VC qui s'occupe de toute la région sud à Marseille, enfin bref, avec un gros groupe en plus du sud. Donc il y a des VC partout, donc des fonds de VC, des fonds de venture capital, des fonds d'investissement dans des sociétés et qui étaient à impact justement dans des sociétés. Il y a énormément d'incubateurs, d'accélérateurs dans les régions. Donc ça, je suis convaincue qu'il faut complètement développer ça. Pour le coup, il y a une marche énorme en plus à gravir. Enfin, en fait, il y a un potentiel immense. Évidemment, dans les régions, la finance n'est pas assez développée en France. Hein. Elle se repose beaucoup sur la finance, enfin, sur un contact à Paris, alors qu'il y a des pans entiers de projets géniaux dans des régions qui sont juste pas traités parce que pas abordés par la finance ouais. parisienne. Mais après, est-ce qu'il faut être à Paris en plus? Est-ce qu'il faut être parisien? Alors là, clairement pas. La question, c'est ça. Tu poses la question à la mauvaise personne. Je n'ai jamais été parisienne. Enfin, depuis quelques années, j'y vis et encore à mi-temps. Mais non, Donc absolument c'est pas. possible Ah de ne bah pas oui. être sur Paris et de mettre un pied dans la finance à impact. Ah bah il faut. Il y a un mytho, pas mytho. La finance à impact n'est pas rentable. Bah, je vais dire mytho. Mais je vais dire mytho en fait un peu à deux échelles. Il y a déjà rentable. À l'échelle d'un projet, en fait, comme d'un autre, et il y a des projets en finance non traditionnelle qui sont pas rentables, je peux Hmm. vous le jurer. Il y a des projets en finance à impact, enfin, dites à impact, des projets à impact qui le sont. En fait, enfin, à l'échelle d'un projet, c'est pas ça qu'il faut forcément regarder. Mais si on regarde à l'échelle du coup très précis projet, bah, vous pouvez regarder déjà tous les fonds d'investissement impact, hein, leurs fonds performent. Donc c'est rentable. Et chez nous, il y a plusieurs projets qui ont fait des super rentages. Je pense à Sunshine Chocolat, sur We Do Good, sur Sunshine Chocolat qui fait de la production de chocolat à l'énergie solaire et locale. Avec un bilan carbone vraiment dérisoire par rapport à d'autres, qui a fait un x3 pour les investisseurs en 4 ans et demi. Enfin, oui, je peux vous trouver des projets qui sont rentables. C'est pas le point en fait. Non, sinon, on se reposerait plein de questions.
Et ensuite, la question, c'est plutôt à long terme, en fait, sur un portefeuille, etc. La question, c'est pas est-ce qu'un projet est rentable, c'est est-ce que c'est plus rentable que la finance voilà. enfin, qui dirait non à impact. C'est vrai, c'est ça, en fait, la concurrence qu'il y a. C'est est-ce que si je regarde l'impact, je vais juste gagner moins d'argent, je vais en gagner peut-être moins que si j'avais investi pas dans l'impact. Et là, en fait, c'est c'est hyper intéressant, mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. À court terme, ça se joue beaucoup, parce qu'en fait, à court terme, c'est très compliqué de mesurer des changements de société, etc. Et à court terme, ça va être vraiment quasiment au projet, au portefeuille, etc. Donc, honnêtement, j'arrive. Et en regardant plusieurs études, c'est très compliqué à court terme de faire une comparaison, est-ce que c'est plus ou moins rentable, etc. Par contre, à long terme, ça devient clair. Enfin, à long terme, ça devient clair, sûr et certain. C'est là où c'est hyper intéressant. Je te parlais d'actifs échoués tout à l'heure, mais chez tout, même les plus gros détenteurs et gestionnaires de portefeuille, Morningstar faisait encore son étude, les portefeuilles en ESG ont tous surperformé à long terme. Donc, long terme, c'est 10 ans chez eux, 7 et 10 ans. Ouais, ok. Les portefeuilles ESG ont surperformé par rapport à leur portefeuille tradi. Et ça, moi j'en suis convaincue en plus. Voilà. Pourvu que ça dure. Trop cool. Merci beaucoup, Anaïs, pour ton temps. On va malheureusement devoir rendre l'antenne. Est-ce qu'il y a une actu chez Érable et chez We Do Good, pardon, à venir? Écoute, à venir, on va fêter nos petits 1 an de rachat qui marque un vrai jalon entrepreneurial, je vais dire déjà. Ouais. Mais ça, c'est très personnel. Chez We Do Good Érable, on a plein de projets en levée en ce moment. Je vous invite évidemment à aller faire un tour et avec plaisir pour répondre à vos questions. Et peut-être la grosse actu, c'est que suite au rachat, on a récupéré donc on a repris en main la plateforme d'investissement. Donc c'était une boîte qui avait 10 ans déjà, hein, donc qui avait déjà vécu énormément d'étapes pour en arriver là. Et on a récupéré cette plateforme. Et je pense qu'une de mes grosses actus, ça va être qu'on est en train de refondre justement toute cette plateforme pour créer vraiment une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, moderne et pédagogique envers l'investissement pour accueillir un grand public et surtout avec des produits financiers de plus en plus qualifiés, de plus en plus, vraiment de produits financiers qui se rapprochent de produits financiers qui pourront être sous un fonds de gestion, sous une société de gestion, etc. Donc en amélioration de qualité, etc. Et du coup, j'ai vraiment hâte, un peu dans le semestre, normalement, une jolie sortie qui arrivera de la plateforme complètement refondue avec une vraie expérience utilisateur pédagogique, etc. Et de plus en plus de projets à financer. Cool. Et est-ce qu'on vous retrouvera à Talents for the Planet au mois de mars ou vous y Bonne serez pas? question. Je peux pas te répondre maintenant. Bon, Non, on mettra ça dans les commentaires si jamais avec plaisir, plus ouais. tard. Mais Reposez-moi la question dans quelques moi, mois. j'en profite pour dire qu'on a un petit stand le 19 mars. C'est au Parc Floral, dans le parc de Vincennes, si je ne dis pas de bêtises. C'est gratuit pour les visiteurs. Et voilà, si vous voulez passer une petite tête, nous faire un petit coucou, on sera trop contents. Et peut-être qu'il y aura Érable. Voilà, on verra. En tout cas, on passera le mot s'il y a des choses à passer. Merci beaucoup pour ton temps. C'était ultra intéressant. J'étais hyper content de te recevoir. On se retrouve le mois prochain, nous, pour parler d'un autre sujet d'impact. Si vous avez envie de rencontrer des personnes inspirantes comme Anaïs, ou voilà, on est 300 mentors, vous pouvez nous retrouver sur gaiaconnect.co et on prendra un petit temps pour en discuter, comprendre vos projets et puis vous présenter du monde sympa qui peut vous orienter et vous guider vers peut-être demain une carrière dans la finance à impact. Bon, merci beaucoup à toi et bonne journée à tous. Merci Ben, bonne journée. Salut.